Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de notre synthèse vidéo de l'actualité télécom de la semaine. Alors on revient à une édition un peu plus normale puisque Guy Hervier, qui m'accompagne habituellement dans cette tâche, est avec moi. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet qui a retenu votre attention, une étude sur le trio des sociétés innovantes qui viennent évidemment de la Silicon Valley. Majoritairement, si j'ai bien compris. Bon, la première remarque, donc c'est un classement qui est fait tous les ans. La première remarque, c'est que bon, il ne faut pas confondre innovation et technologie, bien entendu, puisque de l'innovation, il y en a partout. Et évidemment, il y a de la technologie pour faire de l'innovation, mais il y a bien d'autres choses. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que dans ce classement des 50 entreprises, il y en a près d'une vingtaine qui sont dans le secteur de l'IT, IT au sens large. Donc, ce qui veut dire que ces entreprises de secteur sont quand même assez largement innovantes. La deuxième remarque, c'est que évidemment, dans tout classement qui est sujet à interrogation, parfois à controverse, il y a celles qui y sont et celles qui n'y sont pas. Et parmi celles qui n'y sont pas, il y a Uber et Airbnb. Alors, c'est les deux qui sont dans le fameux groupe Natu, qui comprend en plus Tesla et puis Netflix. Alors, bon, Airbnb, on va passer. Uber, c'est un peu plus surprenant parce que Uber, créé en 2009, est une société dont la croissance est absolument fulgurante, qui vient de lever, il n'y a pas longtemps, encore plus de 2 milliards de dollars pour un total de 7 milliards de dollars, donc c'est considérable, ce qui valorise l'entreprise à plus de 65 milliards de dollars, ce qui est plus que General Motors et Ford, séparément. Pas réunis, séparément, j'entends bien. Donc c'est absolument considérable et on voit bien que finalement là, les règles de l'économie traditionnelle s'appliquent, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une prise de part de marché et puis donc on est à la conquête et puis après on essaie de travailler la rentabilité. La deuxième remarque, c'est que le premier de ce classement, et c'est pas la première fois, c'est Apple. Bon, Apple est la société qu'on connaît, qui a la réussite que l'on sait. Néanmoins, on peut remarquer que finalement le succès actuel d'Apple est basé principalement sur iPhone, qui est un produit qui date de 2007. La croissance et la réussite d'Apple dépend de plus en plus, on l'avait présenté il n'y a pas très longtemps, de plus en plus sur les ventes de l'iPhone. Et Apple n'arrive pas finalement à trouver le produit qui va succéder à l'iPhone. Alors il y a eu l'iPad, bon, qui a été un succès important, mais dont les ventes sont très loin de l'iPhone. Il y a l'iWatch, ou plutôt l'Apple Watch, on dit l'Apple Watch, qui est également significative, mais dont les ventes restent encore assez marginales. Donc finalement, il n'y a pas encore de produit qui va permettre à Apple de continuer sa croissance. Et puis, on remarquera aussi la présence de Tesla, on l'a mentionné tout à l'heure, donc Tesla en numéro 3, qui est une entreprise qui entend révolutionner l'industrie automobile. Donc Tesla, c'est pour l'instant une part infime des ventes de voitures, hein, puisque au troisième trimestre, ils ont vendu 15 000 voitures. Donc je crois que c'est de l'ordre de 200 fois moins que Toyota, donc c'est très peu. Néanmoins, Tesla a réalisé, alors avec une voiture électrique, a des performances absolument remarquables, hein, puisqu'ils atteignent la voiture la plus performante atteint 100 km en moins de 4 secondes, donc c'est quelque chose que les spécialistes apprécieront. Et puis donc c'est une entreprise qui a 12 000 salariés, 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui fait des pertes, mais qui néanmoins est une entreprise qui a révolutionné, qui entend révolutionner l'industrie automobile. Donc, est-ce qu'elle arrivera à s'imposer en tant que véritable constructeur? On le verra. Mais néanmoins, pour l'instant, c'est une tentative qui se développe bien, qui
entreprise qui est valorisée à 30 milliards de dollars. Donc c'est à peu près la moitié de ce que représente General Motors ou Ford. Donc on voit bien que c'est considérable. Dernière remarque de ce classement, c'est on a 2 sociétés françaises qui sont présentes, AXA, l'assureur, et puis Renault, le constructeur automobile. Voilà, donc bon, c'est 2 sur 50, c'est pas si mal que ça. On peut s'étonner également aussi de la présence de Yahoo, puisque Yahoo, on ne voit pas très bien où est l'innovation. Yahoo, qui a ces derniers temps, ces derniers jours même, connu un certain nombre de bouleversements, puisqu'en fait l'entreprise qui est pilotée par Marissa Mayer, qui entre parenthèses vient d'avoir des jumelles, mais enfin ça n'intéresse pas grand monde, qui a été contrainte de séparer ses activités de cœur de métier, donc son portail, sa messagerie, etc., et puis ses participations dans Alibaba et dans Yahoo Japon. Et c'est ces participations-là qui finalement valorisent l'entreprise, puisque si on fait la somme de la valorisation globale moins ses valorisations dans ses participations, Yahoo ne représente rien. Donc on voit bien que Yahoo, on se demande un peu ce qu'il fait dans ce classement, mais enfin ça c'est le plaisir des classements et autres palmarès auxquels on a droit régulièrement, mais qui sont intéressants et puis qui induisent des remarques et des commentaires. Alors, autre palmarès, autre classement qui, lui, malheureusement, ne souffre pas de contestation, c'est le classement des ventes de PC qu'on poursuit sa descente aux enfers. Oui, exactement. Alors là, je dirais que la différence avec le classement précédent, c'est que c'est basé sur des vrais chiffres. Donc, et en fait, le résultat, c'est les chiffres d'IDC qui viennent d'être sortis. En fait, c'est les chiffres 2015 que l'on projette à l'aune des résultats du 3e trimestre de 2015. Et donc, le résultat est sans appel, hein, puisqu'on va être à moins 10%. Ce qui fait suite à l'année dernière, on était à moins 2 et quelques, l'année d'avant à moins 10. Donc on voit bien, sur 3 ans, on est quasiment à moins 25% de vente de PC. Donc on comprend bien les difficultés que peuvent rencontrer les constructeurs de PC, dont les marges sont déjà extrêmement faibles et qui voient leur vente d'unités de PC se réduire d'année en année. Donc ça doit être très, très compliqué pour eux. Alors maintenant, les raisons de ça, c'est que il y a eu le phénomène des tablettes et puis des 2 en 1, donc surtout des tablettes qui elles aussi ont eu une augmentation assez fulgurante, mais qui finalement sont en train de se rétracter un petit peu. Il y a eu les smartphones, donc bien entendu, autant les entreprises que les particuliers n'ont pas toutes les poches pleines, ont des budgets limités et on ne peut pas comme ça multiplier les objets numériques. Donc nécessairement ça introduit des limitations, des arbitrages, exactement. Et donc l'idée pour les entreprises, c'est qu'en fait, finalement, elles ont décidé vraisemblablement là où la durée de vie moyenne d'un PC était de 5 ans, peut-être qu'elle pousse à 7 ans, puisque de toute façon, pour ce que font ce que font la plupart des gens dans les entreprises, le PC tel qu'on le connaît aujourd'hui est largement suffisant. Dernière remarque sur ce chiffre, c'est que finalement l'effet Windows que l'on avait connu dans les générations précédentes de Windows n'a pas été le même avec Windows 10, qui finalement n'a pas eu d'effet d'entraînement du tout. Donc on voit bien là aussi que le PC n'est plus l'objet central de l'univers numérique. C'en est un parmi d'autres, et le smartphone est devenu le vecteur principal de développement, d'innovation, de nouvelles applications, etc. Alors on change complètement d'univers, on parle de Primary Data, qui a pour ambition de sortir les données de leur silo, et qui est une des startups, je crois, que vous avez rencontrées durant votre séjour dans la Silicon Valley. Absolument. Donc c'était en fait, effectivement, on a rencontré un certain nombre de sociétés spécialisées dans le stockage, et on voit bien que le volume des données croît chaque année de 50%.
Donc ça veut dire que ça va finir par... enfin, ça pose des problèmes. Et donc, il y a tout un tas d'entreprises qui entendent apporter des solutions aux problèmes que ça pose. Et alors en particulier, donc, cette entreprise, la Primary Data, qui date de 2 ans, 80 salariés, qui en particulier a levé 60 millions de dollars, donc c'est significatif, qui dans sa direction générale a Steve Wozniak, donc c'est pas un inconnu, qui dans son board va avoir vraisemblablement le fondateur de NetApp, donc là encore, c'est pas un inconnu. Donc c'est une entreprise qui entend en gros faire de la virtualisation de données. L'idée étant qu'en séparant les données et les métadonnées, on va permettre, donc, par le pilotage des métadonnées, de placer et de faire migrer les données sur le bon média. Donc le logiciel, enfin la solution qui est proposée par Primary Data, ou Primary Data comme on dit en anglais, donc cette solution s'appelle DataSphere, donc elle est proposée sous forme de logiciel pur ou sous forme d'appliance. Donc pour l'instant, ce sont des versions limitées qui sont proposées. La solution a été présentée au VMworld qui a eu lieu cet été. Là, ce sont des versions limitées avec une commercialisation qui devrait intervenir en début d'année prochaine. Et donc, en fait, les données qui sont considérées, qui sont prises en compte, sont des données qui sont stockées soit sur des DAS, donc des stockages qui sont liés au serveur, des NAS, des SAN, dans le cloud, des mémoires flash. Donc il y a à peu près toute la palette. Il y a tous les protocoles qui sont reconnus. Et puis, donc sur le cloud, c'est S3, hein, bien sûr, d'Amazon, qui fait figure de standard. Et puis, de proche en proche, il y a l'écosystème de ces standards, protocoles, etc. va grandir. Donc c'est une des entreprises qui entend faire véritablement de la virtualisation de données et résoudre le problème que vous avez évoqué au début, qui est que le foisonnement des technologies de stockage a fait qu'on a créé des silos qui sont séparés les uns des autres, ce qui fait que ça entraîne évidemment tous les problèmes qu'on peut imaginer, dont le moindre n'est pas celui que, en fait, pour chaque domaine, on est obligé de faire du surprovisionnement, c'est-à-dire que c'était un peu le phénomène qu'on a connu avec les serveurs, avant la virtualisation, puisque à l'époque, les serveurs étaient utilisés à 10-20% de leur capacité, et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle application, on avait un nouveau serveur. On a un peu le même phénomène, donc avec la virtualisation des données, là, on va pouvoir répartir les données de manière beaucoup plus efficace en fonction des critères que l'administrateur de données voudra bien leur attribuer. Donc sur le principe, c'est très bien. On va voir si l'entreprise Primary Data va satisfaire les utilisateurs. Alors c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, on parle toujours d'infra et on attend, et on va parler de l'annonce de la nouvelle version de Windows Server. Windows Server 2016. Oui, alors j'irai pour la semaine à venir et puis pour les semaines qui vont suivre, beaucoup de semaines d'ailleurs. Donc effectivement, ça concerne la tarification de Windows Server 2016. Et donc là, donc est a priori prévu pour le 3e trimestre 2016, donc on a encore un peu de temps devant nous. Mais néanmoins, Microsoft a précisé que le nouveau mode de tarification, qui précédemment était basé sur le processeur et qui désormais sera basé sur le nombre de cœurs de ces processeurs. Et donc l'effet a priori qu'on pourra constater avec ce nouveau mode de tarification, c'est un effet qui va être à la hausse, clairement, hein, puisqu'on peut supposer que si ça avait été à la baisse, Microsoft ne l'aurait pas pris en compte. La justification de Microsoft, c'est qu'en fait, c'est en gros homogénéiser la tarification sur des licences sur site et des licences sur le cloud. L'effet, a priori, si on répartit la population des entreprises, pour les 25%, la première tranche, il n'y aura pas d'effet sensible.
Les 50% au-dessus, là, le prix de licence devrait être multiplié par 2. Et puis les 25% les plus hauts, là, ça peut aller de 4 à 8. Donc on voit que c'est quelque chose qui est pas négligeable. Alors les raisons de cette tarification, bon, ça, c'est ce qu'a annoncé Microsoft. On a vu par le passé que si les utilisateurs se mobilisent fortement, le fournisseur peut éventuellement revoir sa copie. On l'avait vu pour SAP, il y avait eu une bataille qui avait duré de longs mois entre les utilisateurs et le fournisseur pour faire en sorte que le surcoût de maintenance ne soit pas mis en œuvre. Bon, là, on verra ce qui se passe. Les raisons qui pourraient expliquer ce changement, c'est... le premier, c'est Microsoft avait fait preuve de largesse avec Windows 10, donc c'est un peu comme les impôts, on donne d'une main ce qu'on a repris de l'autre, donc parce qu'en fait, finalement, on peut voir les ventes de licences comme une sorte d'imposition. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'on pourrait éventuellement penser que Microsoft veut pousser les utilisateurs vers le cloud. Donc, puisque là, on en a déjà parlé à un certain nombre de reprises, il y a une bataille sur le cloud qui est très, très forte et Microsoft est assez bien placé, mais il faut vraiment qu'il joue sa carte. Donc, des raisons qui peuvent expliquer ce mouvement. Maintenant, ça reste à suivre et on verra si cette tarification sera bien maintenue, sachant que pour les utilisateurs, ça va être compliqué parce que le calcul des licences est déjà un casse-tête pas possible. Et alors maintenant, s'il faut le calculer sur le nombre de cœurs, ça va être vraiment à s'arracher les cheveux, quoi. Bon, donc on verra ce que ça va donner. Sachant que, on rappelle à nos lecteurs et aux spectateurs que pour SQL Server, c'est déjà le cas depuis la version qui est en cours. On a déjà ce modèle de facturation. Effectivement, effectivement. Ils ont déjà plus le temps peut-être de se préparer pour les éventuels utilisateurs d'SQL Server. Je crois qu'on va conclure là-dessus. Et en vous remerciant, Guy, et puis en remerciant évidemment nos spectateurs qu'on vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour ce qui sera sans doute la dernière édition de notre synthèse vidéo de l'année 2015. Merci et à bientôt.